Une production Binge Audio, évidemment. Bonjour, vous m'entendez bien ? Salut, c'est vraiment très émouvant de vous voir aussi nombreux et nombreuses. Merci beaucoup d'être là. Et bienvenue à cette session d'enregistrement en public pour la première fois du podcast Le Cœur sur la table. Je suis très émue d'être là et je suis d'autant plus émue d'être là avec Judith Duportail qui est mon invitée et que vous allez entendre pendant 1h20. Applaudissez Judith, s'il vous plaît. Judith Duportail est mon invitée parce qu'elle travaille depuis plusieurs années comme journaliste, autrice et documentariste sur les relations intimes, sur la séduction, sur ce que les applications de rencontres font à l'amour. Et c'est ce dont nous allons discuter pendant 50 minutes. On va aussi parler d'hétérosexualité et de féminisme, de sororité et de rivalité, et certainement de polyamour, de nouveaux serments et de non-exclusivité. Et ensuite, en fait, ce dont on a très envie, c'est d'échanger le plus possible avec vous tous et toutes, de discuter et de répondre à vos questions. Donc il y aura une demi-heure à la fin pour que vous puissiez poser vos questions et intervenir. Il y a quelqu'un qui va faire circuler un micro. Comme ça vous laisse le temps de penser à vos questions pendant qu'on discute. Mais d'abord... Voilà, comme en fait on l'avait prévu, moi je suis très impressionnée parce que je sais pas vous, mais c'est la première fois depuis 2 ans que je me retrouve dans une même salle avec autant de personnes en chair et en os. Voilà, et pas par écran interposé. Et comme c'est un peu étrange et un peu impressionnant, on s'est dit avec Judith, avant de commencer notre discussion, que ce qu'on voulait vous proposer, c'était de respirer pendant 1 minute. Moi ça me ferait du bien. Et en fait, ça fait du bien à tout le monde de respirer parce que c'est quelque chose qu'on fait 18 400 fois, j'ai calculé par jour depuis qu'on est né. Mais là, en fait, on va juste respirer en faisant attention au fait qu'on est en train de respirer, donc on est vivante et vivant. Et aussi, c'est ce qu'on fait avant tous les enregistrements du Cœur sur la table en studio, avec Solène Molin, la réalisatrice, et Naomi Titi, la productrice, et Diane Jean. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va respirer 5 fois. On va inspirer en 5 temps et on va expirer en 5 temps. Et on va le faire en fermant les yeux. Souvent, c'est plus facile et vous n'êtes pas obligé de le faire si vous n'avez pas envie. Voilà. On y va, on inspire. On expire. Deuxième, inspire. Expire. Dernière. Expire. Merci beaucoup. Bonjour Judith Duportail. Bonjour. Ou salut Judith. Je dis salut Judith parce que c'est bizarre pour moi de dire Judith Duportail. Je préfère le dire tout de suite. Certes, tu es une journaliste, autrice et documentariste, experte de tous les sujets qu'on traite dans le Cœur sur la table, c'est pourquoi je t'invite. Mais il se trouve que tu es aussi l'une de mes amies les plus proches depuis 6 ans. Ça veut dire très concrètement qu'on a fait la fête ensemble, on a pleuré ensemble, on s'est disputés. On connaît toutes nos histoires d'amour et de chagrin et de colère. On a été là l'une pour l'autre ces 6 dernières années. On s'est échangé une bonne centaine de messages vocaux, certains tellement longs que ça ressemblait à des épisodes de podcast.
Et parfois, on s'est éloignés, mais on s'est toujours retrouvés. Je suis très heureuse et reconnaissante de notre amitié. On va reparler de notre relation tout à l'heure, parce qu'on s'est dit que c'était juste en fait de le faire, vu qu'on passe notre vie à demander aux autres de raconter leur vie. Et parce que ça a un rapport avec tous les sujets dont on parle dans Le Cœur sur la table et dans tous les travaux que toi tu mènes. Je vais raconter d'abord un peu ta vie professionnelle. Je lui dis que tu as commencé ta carrière de journaliste au Figaro. Et puis, assez vite, tu t'es dit que c'était bien, mais tu allais devenir journaliste indépendante, donc pigiste. Et tu as commencé par écrire des papiers très malins et apparemment légers, mais toujours avec un fond féministe. Par exemple, pour Vice, en 2015, tu as écrit « J'ai dit oui à tous les types qui m'ont accosté dans la rue ». Une expérience fascinante. Donc, c'est vrai, c'était vraiment super comme papier. Tu as fait aussi une enquête qui était « Pourquoi les filles mentent-elles sur le nombre de mecs avec qui elles ont couché ?» C'est ça, où tu avais témoigné, d'ailleurs. Oui. Et tu as toujours fait en sorte de relier le plus intime de tes expériences à des réflexions politiques, en fait. C'est pas du témoignage gratuit pour raconter ta vie. Ensuite, tu as écrit pour Les Inrocks, tu as écrit pour Philosophie Magazine, pour Slate, pour Libé, pour Cosette, même pour Le Guardian, qui est ce grand quotidien anglais. Et en 2019, tu as publié ton premier livre. C'est une enquête géniale sur l'application de rencontre Tinder, qui a été publiée aux éditions de la Goutte d'Or, et ça s'appelle « L'amour sous algorithme ». 2 ans plus tard, tu as publié ton deuxième livre. Et c'est comme le premier, un livre très personnel, un récit intime où tu te mets en jeu, d'ailleurs t'écris au jeu, à la première personne, et qui n'est pas un simple témoignage, mais une réflexion profonde, nourrie de statistiques, de rapports, d'enquêtes, de concepts. Ça s'appelle Dating Fatigue, Amour et solitude dans les années 2020. C'est aux éditions de l'Observatoire et c'est en librairie depuis fin mai. Et le point de départ de ce livre-là, c'est que tu as 34 ans, que tu es hétéro, que tu as vécu plusieurs histoires d'amour, dont une qui est très douloureuse, parce que violente. Tu en as parlé dans le formidable podcast qui s'appelle Qui est Miss Paddle. Et tu te rends compte que depuis MeToo, à peu près, plus rien dans tes rencontres avec les hommes ne semble spontané ou joyeux ou jouissif, et que tu souffres d'une sorte d'épuisement amoureux, d'un burn-out émotionnel, ce que tu appelles la dating fatigue. Quand est-ce que tu t'es dit que cet état-là, c'était pas un état qui t'était personnel et qui était un petit problème que tu avais, que tu allais régler avec des séances de psy ou du développement personnel ou du yoga ou que sais-je, mais qu'en fait, on était beaucoup à le ressentir et donc que ça devenait un sujet d'enquête journalistique et littéraire très intéressant. Merci beaucoup Victoire pour cette belle présentation et merci beaucoup de me recevoir. J'ai voulu travailler sur le concept de dating fatigue. En fait, ça fait 4 ou 5 ans que j'étudie l'impact des applications de dating et de rencontres sur les rapports entre hommes et femmes avec un prisme féministe. Et ce dont je me suis rendu compte, en fait, c'est que ces applications, même si on les utilise pas, elles ont changé quelque chose dans notre manière d'appréhender l'autre et en donnant accès à une espèce de frénésie ou d'une idée que la qualité est nécessairement, la quantité est nécessairement qualitative. Elles nous ont aussi épuisés, cramés. Elles nous ont épuisés. Et c'est un peu en partant de là que j'ai essayé de réfléchir à ce concept. Moi, ce qui s'est passé pour moi, c'est que je me suis retrouvée à nouveau célibataire après une rupture. Et avant cette relation, j'avais déjà beaucoup été sur Tinder et tout, et j'étais déjà bien fatiguée. Et la simple idée de réinstaller Tinder et de me dire je vais ravoir une conversation vide avec un espèce de mec qui est peut-être hyper sympa, mais en fait je le saurai jamais parce qu'à force de se dire ça va, t'as fait quoi ce week-end, y a rien qui va se passer, ça étreignait mon cœur quoi. Et donc voilà, ça a été le point de départ. Mais l'épuisement que tu décris, il est dû au fait que tu dis que tu as beaucoup utilisé Tinder, notamment pour cette enquête L'amour sous algorithme, où tu as quand même demandé toutes tes données Tinder, on t'a renvoyé 800 pages, ce qui n'est pas exceptionnel, parce qu'en réalité, si vous utilisez Tinder a très probablement 800 pages sur vous, en fait, donc voilà. Mais c'est le fait que tu l'avais beaucoup utilisé, bon, mais c'est aussi dû en fait au fonctionnement, à la façon dont sont designées ces applications de rencontres, et aussi à la logique qu'elles utilisent. Dans L'amour sous algorithme, donc ta première enquête, tu as démontré à quel point l'algorithme de Tinder, par exemple, était sexiste. Ce qui est un truc dont on n'avait pas du tout conscience, et les conséquences énormes que ça avait sur nos possibilités en fait, de rencontres et de relations. Est-ce que tu veux bien revenir un peu là-dessus ? Avec plaisir. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que le point de départ de L'amour sous algorithme, c'était il y a quelques années. J'étais journaliste encore au Figaro et j'utilisais Tinder non pas d'un point de vue professionnel, mais pour ma vie de femme.
Et un jour, je lis un article où j'apprends que tous les utilisateurs de Tinder ont une note secrète de désirabilité. Le but, c'est de évaluer chaque utilisateur pour lui faire rencontrer des gens qui sont à l'intérieur de son pool, pour mettre les beaux avec les beaux, les moches avec les moches, les moyens avec les moyens. Moi, quand je lis cet article, ça m'a rappelé à peu près 1 milliard de mauvais souvenirs en même temps, et notamment un qui m'a marqué, et je pense qu'on l'a à peu près toutes vécu ici, tous et toutes vécu ici, qui était quand j'étais en classe de 5e, je crois, il y avait un mec dans ma classe qui avait noté les filles, et moi je me souviens, j'avais eu 5 sur 10, parce que j'étais sympa, mais un peu grosse. Et donc quand je lis cet article, je regarde mon téléphone et je me dis mais en fait Tristan, ce mec qui était dans ma classe, maintenant il travaille chez Tinder et il est en train de tous et toutes nous évaluer à notre insu des dizaines et des dizaines de fois par jour pour qu'on puisse pécho que des gens qui sont considérés que de notre même niveau, quoi. Donc je me suis dit je veux en savoir plus sur ce système de notation. Et ça a été le point de départ de l'amour sous algorithme. Mais au cours de cette enquête, en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est donc qu'on était bien évalué par un système de classement Elo. Elo, ça ne veut pas dire bonjour. Ça vient d'un statisticien hongrois qui s'appelait Arpad Elo, qui avait développé un système de classement des joueurs d'échecs. C'est un système de classement assez simple. Quand vous êtes un joueur d'échecs, si vous jouez contre un excellent joueur, mais que vous gagnez contre lui, votre cote monte. Sur Tinder, ça veut dire si vous matchez contre un excellent joueur, donc quelqu'un de considéré comme très désirable, votre cote monte. Si vous perdez contre un joueur médiocre, donc si quelqu'un de jugé pas beau vous swipe à gauche, votre cote descend. Moi, quand j'ai appris ça, ça m'a révoltée sur un million de raisons, comme je vous disais. Et donc, j'ai continué à pousser mes recherches. Et j'ai mis la main sur le brevet de l'algorithme de Tinder, qui était un document public, mais que personne n'avait lu. Il suffisait de faire une bonne recherche Google. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'on était évalué donc sur notre attractivité physique, mais aussi sur notre niveau de diplôme et notre niveau de revenu. C'est ça qui m'a le plus choqué. Et ce qui était le plus fou, c'est qu'un homme qui a fait de bonnes études, qui gagne beaucoup d'argent, aura des points bonus. Une femme qui a fait des bonnes études, qui a gagné beaucoup d'argent, aura des points malus. Le but, en fait, c'est de créer des paires ou des matchs où l'homme est supérieur à la femme. Soit il va être plus âgé, soit il va gagner davantage d'argent, soit il aura fait de meilleures études. Et ça, on le sait pas, tout ça, évidemment, on le sait pas. Hein. Quand on s'inscrit sur Tinder, on n'a pas un pop-up, attention, nous répliquons le patriarcat. Mais, et c'est pour ça que moi, ça me paraissait important, en tant que journaliste, d'enquêter sur le fonctionnement de ces applications, qui deviennent presque la plus fréquente, une des façons les plus fréquentes de se rencontrer aujourd'hui, et qui perpétuent, à notre insu, les clichés sexistes. Et qui perpétue aussi une logique d'évaluation en fait permanente. Et c'est ça aussi que tu racontes dans Dating Fatigue, c'est la fatigue en fait d'avoir cette sensation qu'une rencontre c'est comme un entretien d'embauche et qu'on est là pour délivrer des prestations en fait, et qu'on est toujours là pour s'évaluer, voir si on se correspond, si ça match et tout, même le fait que ce soit rentré dans le vocabulaire courant en fait, c'est inquiétant. Et tu montres que cette logique de consommation, d'évaluation perpétuelle de l'autre, il y a même des applis qui sont prêtes à aller beaucoup plus loin en fait dans cette logique-là, en proposant, là tu as mis la main sur ça, un brevet qui a été déposé par Tinder, qui montre que peut-être on pourrait évaluer les dates en fait, une fois qu'on les a fait. Oui, c'est une idée qui a été développée par certaines applications de rencontres, d'évaluer comme on évalue un chauffeur Uber ou un livreur à la fin de ton date, de mettre 5 étoiles et un commentaire. Ça n'a jamais tenu vraiment, ils n'ont jamais réussi à le mettre en place. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un mouvement général dans la société d'évaluation de l'autre et de considérer l'autre à l'aune de la prestation qu'il nous apporte et de ce qu'il nous apporte à nous, et non plus comme une personne ou comme une personne entière avec elle aussi des pensées, des doutes, une vie intérieure, mais de juste voir qu'est-ce qui se passe à l'instant où je la rencontre et à l'instant où elle part, elle n'existe plus, qui existe avec le capitalisme dans lequel on vit, parce que c'est tout aussi choquant quand on y réfléchit. Enfin, c'est aussi choquant quand on y réfléchit de noter un livreur ou de noter un chauffeur ou de noter une personne en soi. Mais les applications de rencontres, elles font que ce mouvement du capitaliste dans la société s'initie jusque dans l'intime en fait.
Et ça, je pense que quiconque a déjà utilisé les applis le sent, le sait. Pour moi, c'est aussi ça le concept de dating fatigue. C'est ce sentiment de vide qu'on a quand on est face à une personne et qu'on a l'impression d'être face à la version Instagram de cette personne et que soi-même, on doit porter une version un peu filtrée de sa personnalité. Et combien c'est difficile, en fait, aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile de dépasser, en fait, cet aspect-là des autres et de rentrer dans une communication, une forme de communication qui est sincère. Et pour moi, c'est pour ça que j'ai voulu enquêter sur la dating fatigue. C'est vraiment cette émotion, ce sentiment très prégnant que on n'est plus qu'en façade, quoi. Oui, et que dans nos relations, on les évalue en fait, de façon même inconsciente, ou alors de façon tout à fait explicite, de dire, bah écoute, en fait, dans notre amitié, moi je trouve qu'on rigole plus tellement, en fait, ça va pas, je préfère traîner avec des gens plus ceci ou plus cela, et tout ça, qu'on pense que les autres sont là pour... Oui, nous offrir des prestations. Pour nous divertir, pour nous divertir, pour nous offrir des prestations. C'est tout ce que tu disais sur le travail émotionnel. On a le sentiment que les autres doivent... certaines personnes, en tout cas, ont le sentiment que les autres nous doivent quelque chose, ou doivent nous divertir, ou doivent nous faire nous sentir bien, ou doivent coucher avec nous parce qu'ils nous ont matchés. C'est ça, tout ce qu'on appelle ce sentiment d'être untitled de quelque chose. Oui, c'est ça. Qui est, bon, évidemment que je relie avec la masculinité, puisqu'on a dit de plein de façons à quel point la masculinité, c'était aussi le fait de, à mon avis, en tout cas, une construction qui te pousse à croire que tu as le droit à un certain nombre de choses. Mais bon, c'est un fonctionnement qui marche aussi pour d'autres socialisations, hein. Je pense que dans le fait d'être blanc ou blanche, par exemple, il y a la même chose. Dans le fait d'être issu de classe sociale supérieure, etc., etc. Mais est-ce que tu penses que ça serait possible des applications de rencontres, parce que bon, à la fin la question ça devient quand même comment on rencontre des gens, vu que en fait on doit beaucoup passer par les applis et que c'est très difficile, que là ça a été particulièrement difficile ces 2 dernières années. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des applications de rencontres qui pourraient être designées pour ne pas encourager cette logique de consommation, d'évaluation et d'accumulation que tu as constatée dans toutes les applis ou presque? Je pense que tant que les applications seront basées sur un concept de swipe, elles seront problématiques. Je pense que le swiper, c'est un geste de droite, politiquement. Non, je le pense très sérieusement. Parce qu'en fait, le fait d'évaluer une personne en quelques secondes sur une image, en plus une image fixe, ça activera toujours des zones de notre cerveau qui sont sensibles aux préjugés, aux biais sociaux. Parce que quand on évalue une personne en quelques secondes sur une photo, qu'est-ce qu'on évalue? Est-ce qu'il ou elle a les bonnes fringues? Est-ce qu'il ou elle est dans les bons endroits? Est-ce qu'il a la bonne dose d'ironie pour être en mode je me mets en valeur mais pas trop, je suis sexy mais j'ai pas fait exprès C'est tout ça qu'on évalue à notre insu, et tout ce qu'ont montré les études de psychologie ou d'économie, c'est que tous nos raisonnements les plus instinctifs sont ceux qui sont le plus chargés en stéréotypes. Et donc le swipe vient activer toutes les zones de stéréotypes de notre cerveau. Donc j'ai des doutes sur la possible existence d'une application de rencontre qui serait féministe, éthique, dans une forme d'écologie relationnelle, mais je demande qu'à être... convaincue. J'espère que dans les écoles de code, etc., aujourd'hui, il y a des jeunes hommes, des jeunes femmes qui réfléchissent à ces questions. Mais une chose dont je suis convaincue, c'est que tant qu'elles seront basées sur le swipe, ce ne sera pas possible. C'est vrai. Je pense que c'est vrai. Donc, tu as écrit ces 2 livres-là. Bon, tu as fait aussi ce podcast Miss Paddle. Et moi, j'adore te suivre sur Instagram. Parce qu'en fait, tu écris à chaque fois comme des petits articles sous tes photos. Et il y a un des articles que tu as publié cette année, enfin un des posts en fait, Instagram, où tu disais « Moi, j'aimerais qu'il y ait une révolution des questions. J'aimerais que dans nos relations, en fait, on apprenne à se poser des questions différemment, on apprenne à se parler différemment, à pas demander tout le temps, par exemple, combien, ou à pas demander tout le temps des trucs sur est-ce que t'es célibataire ou est-ce que t'es libre, comme si on était une place de parking, tu dis, libre ou occupée. Et je trouve ça hyper intéressant, cette idée de bonnes questions à poser. Est-ce que tu peux nous donner des repères par rapport à ça, de quelles sont les questions que tu aimerais voir popularisées? Qu'est-ce que ce serait, par exemple, des bonnes questions quand on rencontre quelqu'un où on a très clairement envie soit de sexe, soit en tout cas d'une relation qui est plus intime, pour que ça ressemble pas à un entretien d'embauche et pour qu'on n'ait pas l'impression de raconter 15 000 fois la même chose et de se vendre et de vendre une prestation? C'est une question hyper intéressante. Oui, j'avais fait ce post Instagram parce que je me rendais compte que de plus en plus j'avais du mal
à raconter mes relations sentimentales et amoureuses, même à des proches, parce que les questions qu'on me posait m'angoissaient, en mode est-ce que c'est du sérieux, est-ce que vous êtes vraiment ensemble, quand est-ce que tu vas le revoir, est-ce que tu dois aller loin avec lui, etc. Et toi, quand tu viens de rencontrer quelqu'un, que t'as un peu genre les petites étoiles dans les yeux, nanani, en fait c'est presque crispant ou c'est presque vulgaire en fait de devoir tout de suite répondre à ces questions, se poser ces questions-là. Moi, j'avais envie de pouvoir en parler et qu'on me dise qu'est-ce que t'aimes chez lui, comment est son appartement, est-ce qu'il sent bon, enfin je sais pas, les choses vraiment importantes quoi. Et la question que tu me poses, je me la suis beaucoup posée. Comment on fait quand on rencontre quelqu'un pour la première ou la deuxième fois dans un contexte de séduction pour avoir accès à son cœur, pour le mettre à l'aise et pour se mettre à l'aise. Je suis désolée, j'ai pas de réponse toute faite. T'as pas le questionnaire, un truc spécial? Mais je pense que déjà la première chose à faire, c'est d'essayer de voir comment ça réagit en face. Et on voit bien quand une personne est heureuse de parler de quelque chose ou si elle est crispée. Enfin déjà c'est un peu le b.a.-ba, mais je pense que c'est important. Et je pense que déjà toutes les questions qui s'intéressent plus à la qualité de l'expérience plutôt qu'aux faits. Par exemple, au lieu de dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, de dire est-ce que tu t'amuses dans ton métier. Enfin, je sais pas, ça peut être des pistes qui vont vers un dialogue qui est plus intéressant, selon moi. Et oui, de demander plus sur des ressentis ou des sentiments. C'est ça, de s'intéresser aux ressentis. Après, il y a des gens que ça trigger, mais bon, les gens que ça trigger, généralement, ils n'ont pas envie de traîner avec moi, ou ni avec toi d'ailleurs. Oui. Oui, c'est vrai, parce que... certes. Et est-ce qu'il y a un truc... Oui, je crois qu'on s'était dit ça toutes les deux, parce que parfois, je sais plus trop si c'est des conversations qu'on a eues en privé, ou alors c'est des conversations, c'est des trucs que j'ai lus ou dans tes livres et tout. Mais il me semble aussi qu'on s'était dit... Il y a des choses qu'on devrait faire à la fin d'un date, enfin il y a des conversations qu'on devrait avoir qui semblaient impossibles avant, ou des choses qu'on devrait dire ou demander, etc., qui avant paraissaient tellement prises de tête ou trop relou et tout ça, ce qui fait un peu écho à ce qu'on racontait dans le dernier épisode là, du cœur sur la table, qui s'appelle L'ingénieur et l'infirmière, où en fait il s'agit de réaliser que toute relation demande du soin, de l'écoute, de l'attention et tout ça, et donc que c'était normal de pas savoir tout de suite ce qu'une relation allait devenir, et qu'il était légitime en fait de poser des questions, et qu'on n'était pas des grosses relous de le faire. Tu sais, on s'était dit ça pour le fait que par exemple on avait appris, que la culture populaire, ou je sais pas trop, dit que surtout quand tu commences une relation avec quelqu'un, faut pas parler du futur, faut pas parler d'enfants, faut pas dire que t'as envie d'avoir des enfants, faut avoir l'air cool, faut avoir l'air détaché, faut avoir l'air libre et tout ça. Alors qu'en fait on s'est dit mais n'importe quoi. Enfin, bien sûr que en fait t'as le droit en fait d'avoir envie d'avoir des enfants ou de te marier ou de vouloir un truc sérieux et tout ça. Et je me demandais, est-ce que, à ton avis, il y a des choses comme ça dont on devrait plus avoir honte, qui devraient nous sembler légitimes à avoir comme conversation ou comme demande quand on rencontre quelqu'un, ou quand on vient de faire l'amour avec quelqu'un, ou quand on a envie d'être plus proche de quelqu'un? C'est aussi une question hyper importante, je pense, et hyper intéressante. C'est fou à quel point, en fait, toute notre éducation sentimentale et sexuelle, elle a consisté à nous pousser à nous taire, en fait. Et ou à nous forcer à tenir un certain type de discours pour être aimé. Moi, j'appelle ça j'ai eu le sentiment que c'était le concept de la fille cool. Pour moi, le concept de la fille cool, c'est une muselière pour les femmes. Et ça consiste à jamais parler de tes désirs, jamais parler de tes besoins, rire de toutes les humiliations, et puis être toute mince, quoi. Voilà, c'est ça. C'est super. Et se dire qu'on adore le sexe sans sentiment et tout. Nous on cherche pas d'engagement, rien de sérieux, pas de prise de tête. On n'a jamais mal. C'est ça. Ah oui, mais t'as jamais mal, blessé. T'as jamais de règles, t'as jamais de mycose. Non. Voilà. Et en tout cas pour moi ça a été un travail et c'est toujours un travail d'assumer en fait qui on est, ce dont on rêve et comment on rêve sa vie et ce que tu disais au début d'une relation, quand on rencontre quelqu'un, pouvoir assumer, de dire moi je rêve d'une maison pleine de vie, je rentre chez moi c'est le bordel, il y a 3 gamins qui crient, il y a des crayons de couleur par terre, nanani, je rêve d'un mec avec qui peut-être passer 20 ans, 30 ans, je rêve de lui tenir la main à la maison de retraite et de réussir à dire ça sans dire c'est toi tout de suite maintenant, c'est la prison, évidemment, je peux comprendre, mais être capable d'assumer un désir ou un rêve, c'est une des choses, je crois, finalement, les plus rebelles qu'on puisse faire. C'est pas forcément se raser la tête ou se foutre à poil. Parfois, peut-être dire je rêve d'amour, c'est peut-être quelque chose d'hyper badass, quoi. Super, merci.
moi je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, il y a plein de gars, ils sont pas du tout d'accord avec nous sur ça. Voilà. En fait, donc. Ah, mais c'est bien, ça fait le tri. Oui. Et oui. Ce qui veut pas dire que c'est ok. Enfin, c'est aussi ok si vous avez pas du tout envie de ça. Bien sûr, chacune ses propres rêves et tout, mais il faut juste. Oui, non, bien sûr, voilà. Ça veut pas dire que la personne elle est obligée de réaliser tes rêves, mais ça veut dire que t'as le droit en fait. Ils appartiennent qu'à toi en plus tes rêves. Et si le mec en face, lui, son rêve, c'est je sais pas, les voyages, l'indépendance, et ben peut-être vous pouvez être amis ou peut-être vous pouvez faire l'amour 3 fois et rester potes. Et lui, il va t'encourager dans ta recherche de grand amour. En fait, c'est ça tout est possible. C'est ça, mais il faut se le dire. Il faut se le dire. Voilà. Il faut parler. Et oui. C'est comme le truc, tu sais, on s'était dit, ce que ça m'est arrivé aussi, ce truc de, par exemple, moi j'ai mis longtemps, mais maintenant je le fais, de rencontrer quelqu'un et de dire, si ça te va, je te propose qu'on ne joue à aucun jeu du type on va attendre 3 jours pour se répondre et tout, parce que vraiment c'est relou. Et en fait, tout le monde est soulagé. Donc c'est, voilà, ça détend tout le monde. Ouais, t'as raison de faire ça, c'est bien. Attends, je suis perdue dans mes questions. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, si. Donc j'allais dire, il y a des mecs qui vont pas du tout être d'accord avec nous, et il y a des travaux que tu as faits qui sont parfois réutilisés par des personnes masculinistes, donc antiféministes. Par exemple, tu as fait cette enquête, parce que là, on a beaucoup parlé des besoins des femmes, de comment ça se passait de leur côté et tout. C'est un reproche qu'on fait d'ailleurs au Cœur sur la table. On dit qu'on trouve qu'on entend trop de femmes et tout. Je dis, bah oui, mais écoutez, d'habitude, on les entend pas, donc voilà. Néanmoins, j'entends les critiques. Moi, je continue à lire les trucs valeurs actuelles, les commentaires YouTube, tout, parce que je veux comprendre comment ils pensent. Bon. Et donc, toi, tu as fait une enquête avec le data journaliste Nicolas Kayser-Bril, qui a été publiée dans le journal Le Monde l'année dernière, où vous vous êtes dit, ok, on va enquêter sur ce fait, sur cette évidence, en fait, pour qui utilise des applications de rencontres, qui est que si t'es une femme hétéro, que tu t'inscris sur une appli de rencontre, tu vas matcher, en fait, assez vite. Et si t'es un mec, tu vas mettre vraiment énormément de temps avant de décrocher un rendez-vous, avant de matcher avec quelqu'un. Et donc, vous avez fait tout un truc un peu compliqué, là, de rétro-engineering et tout. Vous êtes rentré dans la matrice de Tinder. Et vos résultats, c'était que le taux de succès moyen d'une femme sur cette appli, c'était de 50% et 2% pour les mecs. Et donc, les mecs hétéros, ouais. Ouais, pour les mecs hétéros. Ouais. Et donc, les masculins étaient trop contents pour dire, bah, vous voyez, les femmes contrôlent le marché du sexe et de l'amour. Pour elles, c'est évident. Voilà. Est-ce que tu peux revenir, s'il te plaît, sur cette enquête, oui. Dire ce que ça dit et enfin, voilà. Est-ce que tu peux revenir sur cette enquête, s'il te plaît? J'ai fait cette enquête après la sortie de L'amour sous algorithme parce que oui, moi aussi, j'avais reçu beaucoup de messages d'hommes me disant mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est l'enfer aussi de notre côté. Donc je m'étais dit bon bah ok, je vais aller voir. Et du coup avec Nicolas Kayser-Bril, on s'était chacun créé au début c'était parti un peu comme une blague, on s'était chacun créé un profil Tinder, lui en femme et moi en mec. Et lui, il avait mis une photo noire et il avait swipé à droite machinalement. Et au bout de 10 minutes, il était j'en peux plus des mecs en fait. Genre j'ai même pas mis de photo qu'ils étaient là. Alors chérie, tu fais quoi, nanani. Enfin genre il pétait un câble. Et l'idée c'était d'aller voir que chacun d'entre nous aille voir comment ça se passe de l'autre côté. Et on a mis en place un protocole expérimental où on a fait du don de données. Donc on a organisé une soirée où les gens venaient, ils buvaient des verres et ils nous donnaient accès à leur compte Tinder. Et en même temps on faisait tourner, enfin Nicolas Kayser-Bril avait fait tourner des programmes, etc. pour calculer leur taux de succès. Donc ce dont on s'était rendu compte. Alors nos données étaient quand même biaisées parce que c'était des amis à nous, principalement des gens de notre âge. Mais par contre on les avait quand même fait contrôler par des data scientists qui s'étaient rendu compte qu'elles étaient quand même représentatives d'une certaine réalité. Donc, tout ce préambule pour arriver à notre conclusion, qui était que oui, donc une femme hétéro sur Tinder, elle a en moyenne 50% de taux de succès, et un homme hétéro, 2%. À partir de là, on s'est demandé pourquoi. Il y a différentes explications. Sociologiquement, les mecs, ils swipent plus à droite machinalement, quand les femmes ont plus tendance à swiper à droite quand elles sont vraiment intéressées. Mais moi, j'avais mené l'enquête auprès de personnes travaillant à l'intérieur des applications de rencontres, et ce qu'elles m'ont expliqué, c'est que le profil des hommes, en manière générale, n'est pas montré aux femmes avant qu'ils ne payent. Ça veut dire qu'ils swipent et ils swipent et ils swipent et ils se prennent que des râteaux. Donc on peut imaginer les conséquences que ça peut avoir sur une personnalité jeune ou en construction ou fragile. Et tant qu'ils ne payent pas, leur profil n'est pas montré. Et évidemment, ils leur montrent des profils de meufs complètement dans les canons de beauté pour les allécher, quoi. Et ce qui a des effets terribles, déjà sur l'estime de soi de ces mecs-là, et en plus sur les femmes, parce que évidemment, quand il y en a une qui les match quand même, si elle répond pas tout de suite, eh ben elle se tape toute la frustration, enfin
toute la colère accumulée, toute la colère manipulée, créée par ces applications rencontres. Qui est-ce qui se les bouffe? Eh ben, c'est nous. Donc ça, c'était le propos de notre article, qui a été beaucoup réutilisé. Ouais, je l'ai vu dans beaucoup de groupes masculinistes, vidéos masculinistes, pour dire, bah oui, vous voyez, les femmes sont en position de pouvoir sur l'application. Ce qui est une vision biaisée et incomplète de mon article, parce que c'est pas parce qu'elles ont plus de matchs qu'elles sont directement en position de pouvoir. C'est une situation qui est plus ambiguë, parce que c'est elles, du coup, après, qui se tapent le harcèlement en réponse. Mais c'est vrai que c'est assez étrange, mais toi aussi, tu as dû voir ton boulot réutilisé par des mascus ou l'extrême droite. Ça fait un peu mal. Mais en même temps, ça prouve aussi à quel point ces enjeux sont cruciaux et dépassent le cadre d'une certaine psychologie ou d'un développement personnel, à quel point ce sont des enjeux politiques. Moi, je pense que c'est ça que ça veut dire. Ok. Ouais. Mais... Non mais oui, d'accord. Non, c'est vrai. T'es pas satisfaite? Si. Non, c'est ça. Mais c'est étonnant en fait quand tu plonges dedans, tu sais mais parce que tu l'as fait aussi pour qui est Miss Paddle, d'aller voir en fait ce que racontent tous ces discours-là de mecs donc qui veulent pas du tout entendre parler de féminisme, qui veulent pas vraiment l'égalité, ou alors qui expliquent que l'égalité est déjà là, ou qu'en réalité ce sont les femmes qui dominent le sexe, le marché, enfin ce qu'ils appellent le marché du sexe et de la séduction quoi, et de l'amour, et que eux n'ont qu'à payer et fermer leur gueule, et que c'est vraiment injuste qui leur tombe dessus et tout. C'est assez vertigineux. Attends, je vois l'heure qui file, et il y a quand même 2-3 sujets dont on avait dit qu'on parlerait. Dans Dating Fatigue, comme dans L'amour sous algorithme, il y a vraiment quelque chose qui est admirable dans le travail de Judith, qui moi me touche beaucoup, me stupéfait à chaque fois, parce qu'en fait on se parle pas des travaux quand on est en train de les faire. On se parle de plein de trucs, mais on raconte pas entre nous parce que c'était trop compliqué. Mais ce que tu fais à chaque fois, c'est que tu vas creuser dans tes propres contradictions, et tu t'exposes beaucoup. Tu te fais apparaître dans des scènes parfois où tu n'apparais pas sous ton meilleur jour. Et tu m'as même dit, et j'ai beaucoup de respect pour cette démarche-là, tu as dit en fait, si tu n'as pas peur ou si tu n'as pas honte et tout, c'est intéressant en fait la honte. Ça veut dire que tu ne fais pas un truc qui vaut vraiment le coup en fait. Il faut aller là où ça fait peur, ou là où tu es gêné, là où tu n'es pas très bien et tout. Dans Dating Fatigue par exemple, tu te montres en train d'être très jalouse, ou en train d'être très agacée par une meuf qui n'existe pas en vrai, mais qui est un personnage composite, qui s'appelle Capucine, et qui est, tu dis, c'est la féministe parfaite, quoi. Tu l'appelles Miss Bingo Walk, ouais. Parce que elle dit tout ce qu'il faut bien politiquement, tout bien dans les clous. Elle met que des fringues vintage, elle va jamais chez H&M, elle a des baskets éthiques, elle a un tatouage girl power, elle met pas de soutif parce que c'est hyper empowerant, mais en même temps elle a des tout petits seins, donc du coup c'est beau, voilà. Et en plus, elle était performeuse sex positive dans les soirées à Berlin. Ouais. Et elle est polyamoureuse en plus. Ah oui, et elle est polyamoureuse. Ouais. Et mais toi, elle est sympa quand même, Capucine. Mais ouais, elle est agaçante. Oui, mais toi, tu dis, voilà, bravo, madame première de la classe, catégorie woke hipster queer. Ta vie, c'est le bingo vivant du woke. Vraiment génial. C'est pas très gentil, Judith. Pour Capucine. Non, pourquoi tu voulais montrer, pourquoi c'était important pour toi de montrer que cette jalousie, cette rivalité, cette envie des autres meufs, quand bien même on est féministe et tout, elle existe? En fait, je voulais montrer à travers le personnage de Capucine, qui est un personnage sympa quand même dans le bouquin. Pour moi, c'était montrer aussi que évidemment, je me définis comme féministe et je considère que c'est une immense libération, etc. Mais quand on évolue dans un milieu un peu militant, féministe, parfois toutes ces, comment dire, c'est dur de pas ressentir tout ça aussi comme de nouvelles injonctions. C'est dur de pas ressentir le fait de se voir se déconstruire comme une nouvelle doxa un peu quelque part. Et c'est des choses que je voulais interroger et dire qu'il y avait aussi parfois une pression à être la féministe parfaite, que le comble de la libération c'était d'avoir 3 amants, mais d'aller de l'un à l'autre avec une espèce d'élégance nonchalante, de jamais faire d'erreur, d'avoir toujours les fringues éthiques, enfin, et que c'était parfois aussi presque une nouvelle pression, que j'avais le sentiment que parfois c'était aussi une nouvelle pression qu'on mettait sur les femmes. Et ça me paraissait important de le dire, et aussi de dire, moi, ce dont j'ai fait l'expérience. On a fait partie ensemble d'un collectif de journalistes pigistes indépendantes, féministes et indépendantes qui s'appelle Les Journalopes. Qui existe toujours. Il y a des meufs qui font des super papiers, c'est trop bien. Moi, ça a changé ma vie, les Journalopes.
grave, moi aussi. C'est un collectif que j'ai fondé en 2016, cofondé en 2016, en me disant, peut-être un peu naïvement, on va faire un anti-boys club avec que des femmes, on va se mettre qu'entre filles super, et on va résoudre, et on va s'entraider, et on va gommer la jalousie ou le sentiment de rivalité de notre tableau de bord, et ça va être génial. Et ça a été génial, Oui. mais ça a été beaucoup plus compliqué que ça. Oui. Et je pense que c'est important de le dire, parce que sinon ça peut aussi créer beaucoup de culpabilité chez les femmes, que c'est normal parfois de ressentir des émotions de jalousie ou de rivalité ou d'être perdu ou même juste agacé. L'important, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça. L'important, c'est de ne pas essayer du coup de rabaisser les autres ou d'être capable d'en parler avec franchise. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait toutes les deux et que moi j'admire beaucoup dans notre relation, de parfois être capable de dire bah là meuf, je suis genre hyper jalouse, ou bah là je suis hyper challengée par ce que tu fais, mais je suis hyper contente quand même. Voilà. Se dire non, même toi tu m'as déjà dit par exemple, tu peux arrêter de tout cérébraliser. Ce que je suis en train de dire, je suis en train de pleurer en fait au téléphone. Tu peux avoir un peu d'empathie pour moi au lieu de me dire oui, je pense que c'est le conflit entre ton indépendance et ta liberté en réalité qui est en train de faire ça. Et toi t'étais là, mais en fait je ne me sens pas respectée, ça suffit. Et j'étais tellement reconnaissante que tu puisses le dire en fait, et que du coup ça brouillait rien du tout, même si en fait sur le coup c'était dur ce truc là, mais en fait on pouvait se le dire. Ou ce que tu disais sur les trucs de rivalité, ou d'avoir, moi par exemple je t'ai dit je suis hyper jalouse, c'est écrit hyper bien en fait, donc moi je galère là à écrire à pondre 2 pages en une semaine, j'y arrive pas, comment tu fais et tout, et en fait qu'on puisse nommer les choses et en parler. Mais au Journal Up, ça a été, enfin moi je suis restée moins longtemps parce qu'après Binge m'a embauchée, du coup je pouvais plus rester au Journal Up parce que j'étais plus pigiste. Mais c'est quelque chose qu'on a pu voir. C'est quelque chose qu'on a appris, voilà. Et en fait, il suffit pas de se dire je suis sororelle, je suis féministe, donc plus jamais j'aurai des émotions difficiles ou contradictoires envers les femmes. Non, c'est que le début pour apprendre justement à gérer ses émotions. Enfin, c'est ça que c'est ça qui me semble important à dire, surtout aux jeunes femmes, aux jeunes féministes et même aux plus vieilles féministes comme nous. Bah, c'est bien comme on a commencé à raconter qu'on s'était déjà disputé. On va continuer parce que oui. Alors hier t'as posté un truc où tu disais qu'on s'aimait très fort, et c'est vrai, on s'aime très fort, mais qu'on était d'accord sur à peu près rien. Enfin, sur certaines choses quand même. Par exemple, un des trucs dont on a le plus discuté, qui a un rapport direct avec notre travail, et parfois on s'est vraiment embrouillé, c'est les questions de non-exclusivité et de non-monogamie et de polyamoureux. À tel point, on sait que c'est un truc un peu délicat. Enfin, on va se dire, par exemple, avant d'en parler, on est là. Ok, donc du coup, on y va. Vas-y. Ok. Non, en fait, peut-être il faut un peu de contexte. C'est juste que... alors, je ne l'ai jamais dit en public, mais voilà. En fait, moi, ça a été une libération pour moi de lire des textes polyamoureux, de lire La Salopétique et tout ça, parce qu'il se trouve que je pense que je suis fondamentalement pas exclusive, en fait, ni sexuellement, ni de façon amoureuse. C'est-à-dire que j'ai beau être très amoureuse, et ça a beau être vraiment génial, ça ne m'a jamais empêché d'avoir des crushs sur d'autres personnes, et ni de passer à l'acte, en fait. Donc j'ai beaucoup trompé mes amoureux, et quand j'ai vu qu'en fait c'était possible de faire autrement, j'étais prosélyte de cette affaire. J'étais là, mais c'est génial, mais c'est vraiment, mais tu vois, mais pourquoi s'embêter avec ces trucs de fidélité et tout, alors que vraiment il suffit simplement d'être libre de nos désirs et de le dire, et c'est tout, et tout sera évité, tu vois. Et toi tu es là, en fait, enfin non, je suis pas d'accord avec ça. Et tu dis, et tu l'expliques aussi dans Dating Fatigue, à quel point c'est pénible aussi, à quel point c'est en train de devenir en fait une nouvelle injonction. Comme si le stade ultime en fait des relations amoureuses c'était le polyamour, et comme si ça montrait qu'on était particulièrement évolué, que c'était génial et tout ça. Est-ce que tu peux revenir sur ces différends qu'on a eus? Maintenant je crois qu'on se comprend mieux en fait là-dessus, parce que en fait depuis j'ai fait des expériences et du coup j'ai un peu mieux compris, mais et voilà, et sur ce que ça te fait à toi et pourquoi c'est important de le dire aussi. Et je tiens à ce qu'on le dise dans le cœur sur la table, parce que tout le monde croyait que j'allais faire un podcast pro polyamoureux pour expliquer comment ça allait se passer et tout ça, et je l'ai pas fait pour plein de raisons. Mais c'est hyper riche, je sais pas par où commencer, mais oui, on s'est beaucoup pris le bec sur les questions d'exclusivité et de polyamour, parce que je pense pour toi il y a un moment ça a été une libération, une révélation, un truc un peu presque presque une ferveur religieuse à défendre. Et c'est souvent le cas, je trouve, des jeunes polyamoureux. Leur première année de polyamour, ils sont en mode... Puis après, ils prennent un peu 2-3 baffes. Ouais. Mais, et moi, comment dire, évidemment, je respecte. Et d'ailleurs, mon avis
n'a aucune importance sur comment tu mènes ta vie privée, mais évidemment, je respecte tes choix de vie, etc. Mais ce qui pour moi était difficile, c'était que moi, en plus, je l'ai jamais vécu comme ça, comme une libération. Le polyamour, moi, ça m'a toujours fait un peu paniquer. Je sais que être focus m'apporte beaucoup de bonheur, en fait. Mon cœur s'éparpille pas trop. Et je sais que parfois tu me disais, mais qui désire une seule personne à la fois? Je te dis ça une fois. Comme ça. Mais qui peut désirer une seule personne à la fois? Et t'étais là, moi meuf. Moi, je disais, mais enfin, mais non, enfin, mais pas du tout, voilà. mais c'était pas vrai. T'étais là. Ces gens coincés au 18e siècle. Ouais. Désolée. Mais non, mais c'est. Et après, en fait, on en est arrivé à une conclusion que je pense intéressante. C'est en fait de jamais essayer d'être prosélyte sur des choix aussi intimes. Et que moi, je lui ai dit à un moment, mais tu sais, moi, j'ai l'impression que tu me dis, c'est comme si je te disais, je suis lesbienne, et que tu me disais, mais essaye les mecs. Enfin, moi, je le vivais comme une violence comme ça, en me disant, mais libère-toi, mais couche avec d'autres gens. Enfin, tu me disais pas ça comme ça. Non. Mais je le vivais, moi, comme un truc. Oui. Et quand on a fait cette analogie, j'ai l'impression que ça nous a apaisés, en fait. Ouais. Un peu où on s'est dit, c'est comme si, il y avait une espèce de coming out un peu exclusif et non exclusif, et que maintenant, on respectait ça. Et qu'on peut se raconter, du coup, les trucs, et on sait que c'est pas. Et en fait, que c'est intéressant et tout, mais que ça devient pas une nouvelle norme. Mais de plus essayer de se convaincre que le choix de l'une est meilleur que l'autre, en fait. Oui. C'est ça. Et aussi que depuis, il y a quand même eu beaucoup de critiques de tout ça. Donc moi, je regarde ça de près. C'est pour ça que j'ai pas fait le cœur sur la table comme un éloge polyamoureux pour dire vraiment c'est génial et tout. Qui est que je trouve que les mecs se sont très très vite intéressés à la question du polyamour. En plus, en le faisant passer comme en fait une démarche féministe. Et un truc de déconstruction ultime, quoi. Et d'ailleurs, j'ai vu le phénomène au début du cœur sur la table, quand on parlait de l'escalator des relations, du fait qu'on n'était pas obligé dans la vie de suivre l'escalator des relations, le côté, en fait, si on est ensemble, ça veut dire que on va se voir que nous, on va dormir ensemble, on va avoir des enfants et tout ça. Et je ne comprenais pas l'engouement de tant d'auditeurs masculins pour ce programme, jusqu'à ce que je croise un ami qui m'est proche de 50 ans, qui me dit c'est génial vraiment ton truc, tu sais, du coup ça me permet, en fait, parce que vrai, je me reconnais vraiment là-dedans, et du coup ça me permet d'expliquer aux femmes en fait autour de moi que je veux pas m'engager. Et j'étais là, mais non, mais c'était pas du tout mais c'était pas ça le truc. Et donc je raconte ça, c'est un peu rigolo, mais en fait ça dit quelque chose. Enfin, on a aussi beaucoup dit qu'il fallait politiser en fait les relations intimes qu'on avait, et que c'était pas pareil, en fait, d'être en relation multiple ou de faire cet éloge, par exemple, du polyamour dans une société patriarcale, dans une société encore très sexiste, dans une société où l'essentiel du travail émotionnel, par exemple, est assumé par les femmes. Et donc moi, ça m'est... la position maintenant peut-être un peu extrême que j'ai, c'est que je pense que le polyamour est une très bonne idée pour les femmes hétéros, pas pour les mecs hétéros, par contre, vraiment. Ouais. Voilà, parce que tant qu'ils n'ont pas fait les preuves qu'ils étaient capables de faire le travail émotionnel que demande une relation, et donc plusieurs relations, c'est beaucoup plus de travail, en fait. C'est clair, il faut avoir envie d'avoir plusieurs mecs, hein. Oui, leurs doutes et leurs crises et leurs machins, et leurs problèmes au boulot, plusieurs fois, quoi. Ouais. Oui, souvent, tu m'as dit ça, t'en as pas marre? 1, 2 Alors non, mais bon, bref, je vais pas raconter toute ma vie ici, mais tout le monde est d'accord, tout va bien, et j'aime très fort mon amoureux, Bertrand, qui contribue à coécrire les épisodes du cœur sur la table avec moi. Attends, on va passer aux questions dans 5 minutes. Néanmoins, j'ai 2 dernières questions. J'ai quand même un truc à raconter, parce que comme toi, tu t'exposes beaucoup dans les livres. Par exemple, sur ces limites aussi de l'exclusivité, la non-exclusivité, de la liberté, de ce que ça fait à nos relations en général et tout. Dans mes délires du début, là, je me souviens par exemple que j'ai roulé des pelles à un crush que t'avais. Voilà. Le jour de mon anniversaire. Ça va, c'est pas bien, on sait, d'accord? Mais je le faisais en toute éthique, en me disant vraiment c'est génial d'être libre comme ça, c'est fantastique. Je crois même que je t'avais dit ça, genre vraiment tu te rends compte, mais la chance qu'on a de vivre à cette époque, comme ça on peut faire comme ça ce qu'on veut et tout. Et tu m'as fait genre je veux pas te parler en fait, arrête. Voilà. Et après, mais on rigole et tout. En fait c'était hyper dur parce que après du coup tu m'as dit vraiment, m'as dit en fait tu fais n'importe quoi au nom de la liberté, voilà. Et du coup tu m'as blessé, t'aurais dû faire attention. Et moi je te dis mais non, mais je te traite comme j'aimerais qu'on me traite, c'est cool. Et tu m'as dit non, c'est pas ça. D'abord tu délires et ensuite voilà. Non mais oui, c'est là où on est arrivé à la conclusion de se dire
il suffit pas de se dire je veux traiter les autres comme j'aimerais qu'on me traite. On doit aussi prendre en compte leurs limites et leurs propres sensibilités. Et même toi, tu m'as juré que t'en aurais eu rien à foutre si j'avais emballé ton crush à ton anniv. J'en doute, mais ouais, c'est vrai. J'en doute, mais bon, je te crois quand même. Et mais voilà, faut savoir où sont les limites des gens qu'on aime. Et même si nous, ça nous ferait rien, par exemple, qu'on marche avec ses chaussures dans notre salle de bain, si on sait que telle personne, ça la rend ouf, ben respecter ça, quoi. Et dans toutes les relations, ça vaut aussi. Mais du Exactement. coup, on en revient à la nécessité de poser des questions, de dire est-ce que je t'ai blessé ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour réparer ça ? Est-ce que ça te va si je dis ça et ça ? Ou de présenter des excuses ou de se dire que je suis désolée. Nous, par exemple, il y a une question qu'on se pose souvent, que j'aime bien aussi, c'est on dit, quand on a des gros trucs à raconter, on dit est-ce que t'as la place ? Ouais. Ça, c'est toi qui m'as appris ça. Ouais, et je t'en suis très reconnaissante. Ouais, ça va, on fait ça des fois, oui. Ouais. Ma dernière question, c'est... T'as dit dans une interview à Philosophie Magazine et aussi dans le livre Dating Fatigue que tu penses qu'il faut construire des nouvelles institutions amoureuses. Et je crois que c'est tiré un peu de ce que raconte Eva Illouz, dont les livres sont quand même bien déprimants. La fin de l'amour et pourquoi l'amour fait mal, là, c'est très brillant, mais c'est vraiment déprimant. Et en fait, elle termine en disant, voilà, en fait, il faut réinventer des nouvelles normes, il faut... Bon, mais elle nous laisse comme ça, en fait. Elle dit, allez, bon courage. Donc, voilà. Alors que toi, t'essayes justement aussi de faire ça, de dire, il faut construire des nouvelles institutions. À quelles nouvelles institutions tu penses ? Est-ce que ce serait des nouveaux serments, des nouvelles façons de faire, des nouveaux principes ? Et si oui, lesquels ? En fait, dans cette interview à Philosophie Magazine, j'explique un parallèle que j'ai fait dans Dating Fatigue entre l'amour et notre sphère privée et la politique, en fait, et la sphère publique, où je me suis rendu compte en réfléchissant que toute notre éducation, tout ce qui nous a été enseigné au collège, au lycée, à la fac, c'était de montrer comment les humains et les humaines avaient construit et maintenu la paix dans la sphère publique. Et que pour ça, on avait inventé la politique, on avait inventé la diplomatie, on avait inventé la démocratie. C'est Christiane Taubira qui avait dit au moment des débats sur le mariage pour tous, la politique sert à éviter la guerre. Et cette phrase m'avait marquée. Et je pense que pour éviter la guerre dans nos sphères intimes, parce qu'en fait, ce dont on s'est rendu compte avec le mouvement MeToo, avec la prise de conscience autour du nombre de féminicides dans notre pays et dans les autres pays, c'est que la paix n'a pas totalement été jusqu'au corps des femmes, quoi. Qu'on vit pas totalement en paix dans nos corps, qui sont enfreints, violés plusieurs fois au cours de notre existence. Et même que c'est un état de guerre, moi, oui, je pense. En fait, c'est un état de guerre, d'hommes contre les femmes. Et du coup, je me suis dit, en fait, on a glorifié ça, et quelque part dans la sphère publique, on a accepté que la violence faisait partie de l'humanité et que c'était un combat qu'on devait mener tous les jours pour maintenir cette paix. Et je pense que cette réflexion, il faut qu'on la pousse plus loin pour se dire comment on fait aussi pour dominer nos parts d'ombre et que cette paix, maintenir cette paix qui est fragile, qui est précaire, qui doit être construite. Comment on fait pour la maintenir dans la sphère publique, dans nos rapports, la sphère privée, dans nos rapports intimes et amoureux. Et je pense que tous les débats autour du consentement sont passionnants. Et je pense que le consentement, en fait, c'est la diplomatie, l'équivalent de la diplomatie dans la sphère intime. Et donc c'est évidemment, ça c'est un travail de ouf, d'apprendre à parler, d'apprendre à écouter, enfin tout ce qu'on fait, s'écouter. d'apprendre à ce que s'écouter. Tu dis dans le livre Dating Fatigue, c'est de dire c'est tellement long d'apprendre à écouter ta petite musique interne, ton propre corps, c'est ça. De te demander comment je me sens plutôt que de quoi j'ai l'air, par exemple. Exactement, de me demander est-ce que j'ai envie plutôt que est-ce que je suis grosse à cet instant, quoi. Et c'est vrai que c'est du coup je sais plus ce que vous voulez en venir. Les nouvelles institutions de l'amour. Les nouvelles institutions de l'amour. Donc après je me dis aujourd'hui il y a des institutions de l'amour qui existent officiellement dans notre société, c'est le mariage. Mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer d'autres mariages, un nouveau mariage qui serait basé sur et non pas la propriété, parce qu'aujourd'hui le mariage c'est ça, c'est pour gérer la propriété, mais qui serait basé sur des notions de paix. Ou on pourrait imaginer des nouveaux rituels à l'adolescence sur le consentement, ou je sais pas, où tu pars en week-end. Enfin j'en sais rien, j'ai des idées en l'air évidemment. Je vais pas demain aller dans en week-end. Bah comme tu sais les cathos ils font la confirmation à 15 ans là, où ils partent tous en week-end et ils se font des cadeaux. Bah, pourquoi on ferait pas ça nous avec le consentement, tu vois? Voilà. Non mais c'est vrai. Mais de ouf. Complètement. Je suis complètement d'accord. On apprend aux jeunes hommes, aux garçons, le respect des femmes. On apprend aux jeunes filles, j'allais dire le respect d'elles-mêmes, ça fait un peu flipper, mais le respect de leur désir. Enfin, non, voilà, parce que justement sur le truc de respecte-toi toi-même, là, on a toujours eu l'impression que c'est une phrase qu'on lance à la face des femmes, c'est ça. Pour les museler et pour les
les remettre à leur place, en fait, leur dire de leur remettre à leur place très très étroite là. Puis toi, t'as dit non, moi en fait, j'interprète maintenant très différemment. En fait, quand je me dis que je veux me respecter, c'est autre chose. C'est ça. J'ai mis à peu près 30 ans à comprendre ce que ça voulait dire se respecter soi-même. Parce que moi, quand à l'adolescence on m'a dit ça, respecte-toi, c'est comme si on m'avait jeté un manteau beaucoup trop grand et trop lourd et que je devais porter en me disant mais qu'est-ce que ça veut dire se respecter soi-même. Et j'avais l'impression que c'était être hyper chiante en fait et pas avoir de rapport sexuel ou pas faire l'amour et pas s'amuser et pas enfin voilà quoi. Et j'ai mis vraiment longtemps à comprendre qu'en fait se respecter soi-même, ça voulait juste dire être à l'écoute inconditionnelle de la petite musique qu'on a à l'intérieur de nous et agir en fonction en fait. Et ça peut vouloir dire faire 15 partouzes par an ou par mois ou bref, enfin c'est pas la question. Comme ça peut vouloir dire être abstinente en fait et que cette musique doit être en fait le seul critère pour prendre nos décisions. Et moi, j'ai eu le sentiment que être capable, en fait, d'entendre ma propre musique interne, c'était tellement difficile, tellement on était toutes conditionnées à d'abord écouter les besoins des autres, en fait. Et juste être capable de l'entendre, pour moi, ça a déjà été un travail de fou, en fait. Merci beaucoup, Judith. Merci. Merci. Merci beaucoup. Il est 7h07 et 47 secondes. J'aimerais qu'on discute maintenant tous ensemble, parce qu'à la fin des programmes, je dis tout le temps, j'aimerais que ce programme et ces sujets deviennent une grande conversation collective. Et en fait, on essaie de le faire, il y a des mails, il y a des messages, il y a un livre qui va sortir avec des témoignages et tout. Mais en fait, on peut avoir une grande conversation collective. Donc, il y a un micro qui circule, vous pouvez poser des questions, intervenir, parler, voilà, et nous poser des questions à nous deux sur ce que vous voulez. D'ailleurs, si on ne veut pas répondre, on ne répondra pas, mais enfin, vous pouvez. J'essaie un peu de meubler là, parce qu'en fait, il va falloir lever votre main et poser une question, ce qui était extrêmement difficile. On voit une question tout là-bas. En attendant, au lieu que je babille, on peut juste respirer. Bonsoir, merci. Bonsoir. Est-ce que ça vaut le coup de parler, de débattre avec des masculinistes? Est-ce qu'on peut les sauver ou on laisse tomber? Louisa, je te vois. Alors, Judith du Portail. Écoute, ça peut valoir le coup si tu sens qu'il y a un canal de discussion, s'il y a du respect. Et si toi-même, tu te sens pas épuisé, mais je pense qu'il faut faire très attention quand même, parce que ça peut broyer ta santé mentale, quoi. Mais si c'est quelqu'un de ta famille ou un proche que tu aimerais sauver, oui. Mais voilà. Ok, moi je suis pas d'accord. On sauve personne, jamais. Et donc ma réponse est non. Voilà. Non, mais en fait, oui. Bah non, voilà. C'est ça. Non, qu'il faut prendre garde, en fait, on n'est pas là pour... éduquer les gens, même cette idée de sauver quelqu'un est étrange, je trouve. Et voilà, et donc si on peut en être préservé, et à ce propos, il y a un excellent guide d'autodéfense verbale pour féministes qui existe en accès libre sur les internets et qui est plein de conseils de bon sens. Ainsi, il y a même un petit schéma qui te dit est-ce que je dois continuer à débattre avec cette personne ou non? Ah bah trop bien. Ouais. Mais merci beaucoup d'avoir posé cette question. Levez la main. Oui. Bonjour. Ça marche pas? Bonjour. Merci à toutes les deux pour tout ce que vous faites. J'ai une question, parce que en fait, ce que vous avez dit sur les applis, ça résonne pas mal avec des trucs auxquels j'ai pensé. Bon, j'ai un peu utilisé les applis et du coup, j'ai plus ou moins eu les mêmes réflexions sur le capitalisme, sur la misère émotionnelle que ça peut engendrer. Et donc, j'ai parlé récemment avec quelqu'un qui bosse là-bas, comme tu as pu le faire, Judith. Et est-ce que vous pensez que les gens qui travaillent ou qui sont là-bas sont foncièrement cyniques? Est-ce que c'est fait avec un peu de cynisme? Est-ce qu'il faut activement militer contre les applis ou essayer de les changer de l'intérieur ou essayer d'en créer de nouvelles?
Je pense pas qu'il y ait un gros méchant avec des moustaches chez Tinder qui se disent mon but c'est que de dominer les femmes, etc. En revanche, une chose est sûre, c'est que même s'ils sont pas armés des pires intentions, il se passe un phénomène assez étrange, c'est que collectivement, on est en train de confier la responsabilité de la rencontre amoureuse à des acteurs dont les intérêts sont à l'opposé des nôtres. Parce que le but de les PDG des applications de rencontre, c'est qu'on y passe du temps, qu'on y revienne et qu'on achète des options. C'est pas qu'on quitte l'appli et qu'on revienne jamais, quoi. Donc ce conflit-là, c'est quand même un conflit d'intérêts de base qui me semble compliqué à dépasser, très sincèrement. Après, il y a des gens qui arrivent à en avoir une utilisation raisonnée, je pense, ou à y trouver leur compte, mais je pense que c'est quand même essentiel de savoir comment ça fonctionne, s'éduquer pour pas tomber dans le piège du sentiment de médiocrité qu'elles peuvent créer chez les utilisateurs, quoi. Toi, il travaille chez qui, la personne avec qui tu as échangé ? Match, ouais. Donc c'est... Et par ailleurs, il n'y a pas de raison, je crois, que les entreprises de dating soient hors de tous les systèmes de domination. En fait, c'est absolument présent partout, donc dans les entreprises aussi. Et là, par exemple, dernièrement, le PDG de Appen vient de démissionner parce qu'il y a 70 personnes qui l'accusent de harcèlement qui accusent son management, dont des accusations d'agression sexuelle. C'est une enquête qui a été faite pour Mediapart par David Perrotin et deux autres journalistes dont j'ai oublié le nom. Voilà, et ça donne une idée. Ça donne en fait, ces applications, elles sont créées par les types de personnes qui sont aujourd'hui au pouvoir. Donc souvent les bros de la Silicon Valley. Ou en France, il y avait quand même ce PDG. Tu fais très bien de mentionner cette enquête édifiante qui arrive à une réunion des acteurs du dating, je sais pas où. Il y a une meuf qui est PDG d'une application de dating qui est je crois qu'elle est pas dans la salle. Le premier truc qu'il fait, il prend le micro, il dit « Il paraît qu'elle suce bien ». Voilà, c'est ces mecs-là, quand même, qui créent des applications de rencontres. Donc, ils les créent avec cet esprit-là. Faut garder ça en tête. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis bien fan du podcast. Je connaissais pas tes livres, Victoire, mais je pense que j'irai les lire après aujourd'hui. Et peut-être que la réponse à ma question est dedans, mais je voulais comprendre comment vous étiez arrivée à devenir féministe. Qu'est-ce qui s'est passé, ou un jour vous êtes plus intéressée à ce sujet-là qu'un autre, pour que vous lui consacriez du temps et une carrière? Non, moi c'est venu. Comment c'est venu? C'est venu par la lecture de romans, en fait, de femmes féministes, par ce que je voyais autour de moi, par un sentiment de révolte, en fait, générale contre les choses, et par des indignations d'enfants. Je comprenais pas pourquoi c'était toujours des mecs qui tuaient, qui frappaient, qui étaient violents. Voilà, je comprenais pas pourquoi on me disait de me comporter comme ci ou pas comme ça parce que j'étais une fille. C'était l'exemple des femmes autour de moi, dans ma famille. Et en fait, c'est venu assez progressivement. J'ai pas un jour vu la lumière, en fait. C'était... Voilà. Et donc, j'étais très heureuse quand d'un coup, les sujets ont commencé à monter. Et tu te souviens, quand on était toutes les deux à l'école de journalisme, c'était pas un sujet. C'était pas considéré du tout comme un sujet. Tout ce qu'on pouvait vouloir faire là-dessus ou dire là-dessus et tout, c'était pas... OK. Et donc, enfin, c'était pas intéressant, en fait. Voilà. Et donc, là, il y a eu après le mouvement MeToo et puis toute une vague, en fait. Avant, il y a aussi des militantes féministes qui ont jamais lâché l'affaire, qui ont toujours continué à porter ces sujets et tout. Et c'est ce qui a permis, je pense, qu'on puisse après s'y intéresser. Mais c'est vrai que je t'ai jamais posé la question de comment t'étais devenue féministe. Ouais, c'est une très belle question, merci. Ah oui, super question à poser dans les cercles de parole. On vous encourage à faire des cercles de parole et pour rencontrer les gens. Excellente question. Pourquoi, comment t'es devenue féministe? Super question. Moi, je pense que ça a été un soulagement pour moi de découvrir le féminisme parce que, comme une immense majorité des femmes, la façon dont j'ai commencé ma vie affective et sexuelle a été extrêmement violente. Et donc, j'ai porté une rage, mais noire et vraiment extrêmement forte, assez jeune quand même, à l'adolescence. Et un jour, je sais plus, je crois que c'était en cours d'histoire ou un truc comme ça, j'ai compris qu'il existait un mouvement qui s'appelait le féminisme et que cette rage, j'allais pouvoir en faire quelque chose, quoi. Et je crois, moi, sincèrement, que ça a été un soulagement presque existentiel, quoi. Anna, il y avait une question, je crois, par ici. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, ça a été très intéressant de vous voir en live. Alors, moi, j'ai deux questions par rapport aux applis de rencontre. Je ne sais pas si tu n'as pas une vraie réponse, donc c'est pas grave. Mais en fait, dans tous ces algorithmes, tu en as parlé d'un point de vue hétéro. Moi, en t'écoutant, je me dis, mais c'est trop cool en tant que Gwyn. En fait,
en fait, je me venge de ces applis ou pas du tout. En fait, on en est où par rapport à dans ça? Et après, ma deuxième question, c'est moi j'ai utilisé sur le monde Tinder plusieurs fois dans ma vie, assez dating fatigué aussi. Et mais quand même, j'ai lu dernièrement des nouvelles applis qui s'appelle féministe, avec un autre type de marketing. Après, il y a aussi la Adopte un mec qui me perturbe beaucoup déjà en tant que nom. Quelle est ta vision de ces applis dites féministes? En quoi est-ce qu'elles le sont ou pas? Merci. Oui, c'est vrai, l'ensemble de mon travail est hyper biaisé, où je m'intéresse quasiment... comme je parle de ma vie et que je suis hétéro, du coup, ça influence mes recherches. Sur comment fonctionne l'algorithme du côté homosexuel, en fait, très sincèrement, je ne sais pas, parce que ce qui est complètement fou, c'est que quand tu lis tous les documents internes à Tinder, je parle de Tinder, l'homosexualité n'existe même pas. C'est même pas mentionné. Donc je pense que c'est un calque de comment fonctionne l'algorithme de façon hétéro, mais sans même penser qu'il puisse y avoir une différence ou une spécificité. Enfin, ça n'est même pas mentionné. Donc je sais pas, vu comment il est foncièrement sexiste d'un point de vue homme et femme, je sais pas comment ça se réplique du côté de rencontres entre femmes. Donc voilà, tout ça pour dire que je ne sais pas. Mais et c'est les applis de rencontres féministes... je sais pas auquel tu fais référence. Est-ce que c'est Bumble ou est-ce que c'est Abricot ou est-ce que c'est ouais. Je pense qu'il y en a. Je pense par exemple que Bumble a utilisé le féminisme comme un argument marketing, mais en soi c'est exactement comme Tinder. Ça reste une application de swipe où tu juges sur quelques photos et où c'est la femme qui doit écrire en premier pour éviter le harcèlement. Mais ce qui fait qu'on se retrouve finalement à taffer encore plus parce que voilà, on doit faire en plus le premier message. Bon, pourquoi pas, mais après, c'est le problème, c'est que Bumble, par exemple, est détenu par Badoo, qui est une entreprise dirigée par un milliardaire russe, qui a pas des milliards, mais plusieurs plaintes pour harcèlement sur le dos. Donc en fait, c'est un écosystème qui est tellement trusté par deux énormes groupes, qui sont le groupe Match et Badoo, et le groupe Badoo justement, qui ont des pratiques vraiment dominantes capitalistes, qui fait que c'est compliqué pour d'autres acteurs d'émerger. Et dès qu'il y a un acteur un peu intéressant qui arrive, boum, de toute façon, il se fait racheter soit par l'un, soit par l'autre. Donc c'est pour ça qu'on est maintenu dans un modèle... il n'y a pas beaucoup d'innovation à ce niveau-là, quoi. Donc on va voir, mais pour l'instant, peut-être tant que l'appli n'est pas rachetée, ça peut être intéressant. Peut-être les petites applis au début, ça peut aller voir le coup de comment... ça peut valoir le coup d'aller voir comment ça se passe. Voilà. Mais du coup, j'ai envie de te poser la question que te pose la morveuse là au début de Dating Fatigue. Vraiment, Dating Fatigue, c'est super. Lisez-le. La morveuse te dit super, merci d'avoir tout déconstruit les applis et tout. Mais du coup, on fait comment pour se rencontrer? Oui, voilà. En fait, le point de départ de Dating Fatigue, ce que je raconte, c'est que je donne une conférence à Lille avec des étudiants. Et il y a une petite jeune fille que j'appelle la morveuse parce qu'elle elle était en mode première de la classe, elle avait pris des notes partout, nanani. Elle me dit bon, bah oui, c'est bien beau ton truc, mais comment on fait? Donc je bredouille une réponse et puis après dans le train je repense à sa question, je me dis bah oui c'est vrai, comment on fait pour draguer hors application de rencontre, surtout ou en tout cas même si on drague hors application de rencontre, comment on fait pour pas se laisser contaminer par cet état d'esprit? Et je me dis je ne sais pas, et c'est la question à laquelle j'essaie de répondre dans le bouquin. Oui. Voilà. Oui. Ouais. Non, ce que je me disais, c'est que peut-être, là, par exemple, il y a plein de gens en chair et en os, par exemple, mais tu sais, avec le truc on a l'impression qu'on peut plus faire de rencontres hors appli, alors qu'en fait, il y a encore des endroits et des activités et Bien des sûr. lieux et des choses. Et après, si on veut draguer sur Internet, si on est timide et qu'on veut draguer sur Internet, mais éviter les applications de rencontre, le bon plan, c'est d'aller sur des groupes ou des trucs avec des gens qui partagent un centre d'intérêt et où du coup il y a quand même des rencontres, etc. Mais sans la pression du date et de se dire on est là pour pécho et on est là pour ça et maintenant on va boire 2 verres et après on va chez toi. Enfin, qui fait que ça détourne un peu de l'objectif initial. Moi, c'est le conseil que je donnerais si on veut draguer en ligne. Voilà, moi j'ai rencontré parfois des problèmes de santé, des douleurs chroniques. Moi j'ai déjà pécho sur mon groupe de soutien de douleurs chroniques, quoi. Voilà. Il y a une question juste là-bas. Il y en avait une aussi ici. Ouais. Bonsoir. En fait, je voulais revenir sur l'idée de l'écoute de la voix, la petite voix intérieure qui a été abordée à plusieurs moments ce soir. Et ça m'a fait penser au fait que
le dernier épisode justement où tu disais, Victoire, que cette écoute-là, elle est beaucoup plus développée chez les femmes que chez les hommes, d'une part. Et la deuxième remarque que j'avais, c'était que du coup, elle peut être aussi voilée, elle peut être assez difficile à atteindre par rapport aux injonctions, aussi au trauma et à plein d'autres trucs finalement. Et la question aussi, c'est de se dire, du coup, ce travail-là, qui est fait davantage par les femmes, il est porté d'un point de vue individuel. Donc, on doit, nous, travailler à l'écoute de cette petite voix. Et est-ce que, finalement, qu'est-ce que vous pensez et comment on peut le faire d'apporter une réflexion un peu plus politique à l'idée d'écouter cette petite voix, parce qu'en final, de dire on doit écouter cette petite voix, c'est pas un peu une responsabilité individuelle trop lourde et trop forte? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis contre le développement personnel, ok? Enfin, comme voilà, déjà, ouais. Parce que justement, c'est dégueulasse en fait de dire aux gens, quoi, tu es malheureux, tu es pauvre, tu as subi des tas de violences. Ah, tu sais, c'est quelque part de ta responsabilité et fais des thérapies. Et avec ces nouvelles méthodes, tu devrais t'en sortir. Et comment tu es malheureux? Mais enfin bref, fais quelque chose pour sortir de son malheur. C'est dégueulasse en fait, parce que c'est dépolitisant. Ça nous enlève du pouvoir et de la puissance. Ça nous aveugle sur le fait qu'en fait, par exemple, les violences sexistes et sexuelles, c'est pas un problème de gens méchants en fait, c'est un problème systémique. Et donc il faut qu'on lutte ensemble et tout ça. Donc c'est ce qu'on essayait de développer dans le 9e épisode. Néanmoins, je pense qu'on peut voir ça, mais je trouvais, moi, en traînant dans les milieux militants et en lisant beaucoup de livres féministes, que ça manquait en fait de care et de choses pragmatiques et pratiques et tout. Et donc c'est d'où est venue, enfin voilà, avec cette idée d'écouter ta petite voix et tout. C'est en fait, moi je pense que tu ne peux l'écouter qu'à partir du moment où tu as déjà pris conscience en fait du fait que tu n'étais pas responsable des malheurs qui t'étaient arrivés, des violences que tu avais subies, de la socialisation genrée dans laquelle tu avais grandi, mais qu'ensuite la question c'était comment faire, comment tu allais pouvoir le transformer. Et en cela, c'est pas ta responsabilité individuelle. Moi je pense que ça doit se faire ensemble, de façon collective. Encore une fois, un des outils que je trouve les plus puissants, c'est par exemple de se regrouper entre personnes concernées, de faire des cercles en fait, de faire des groupes de soutien, des groupes de solidarité et tout, pas en mode genre on va faire un week-end entre filles et tout, c'est cool les week-ends entre filles, c'est pas ça, mais de se dire en fait ce qu'on est en train de vivre, on peut y répondre de façon justement politique, comprendre que ça ne concerne pas que nous, que ça concerne d'autres, donc écouter les autres, parler soi, et puis qu'ensuite en fait il y a plein de choses qui vont changer par des luttes collectives en fait, par des politiques publiques. En fait, on va pas résoudre le problème des violences sexuelles en écoutant sa petite voix intérieure. Et d'ailleurs, je crois que ni toi ni moi, on pense ça. On va résoudre cet énorme scandale, en fait, des violences sexuelles en menant des politiques publiques contre. Donc ça veut dire qu'il faut de l'argent, ça veut dire qu'il faut des luttes pour ça. Ça veut dire qu'il faut des politiques qui décident de faire ça et il faut les forcer à le faire. En réalité, c'est ce que ça se crée dans le rapport de force, la politique, pas en demandant gentiment. Donc il faut des formations au consentement et aux violences sexuelles, à la prévention, à la détection des violences sexuelles pour tout le monde, en fait, dans toute la société, à tous les âges de la vie. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va arriver à faire changer les choses. Mais pour arriver à créer cette conscience-là, il faut bien que chacune le fasse aussi en son fort intérieur, par rapport à ce qu'il ou elle a vécu. Donc c'est pour ça que je dis que je suis contre le développement personnel, mais je suis pour un développement personnel qui soit politisé, qui soit pensé et qui passe donc par des choses très concrètes. Par exemple, quand on pense à écouter sa petite musique intérieure, oui, bah moi je pense que par exemple, si tu reconnectes avec ton corps, si tu t'entoures de personnes qui sont bienveillantes avec toi, si tu décides de plus t'infliger en fait la vision sans arrêt de corps et de nouvelles injonctions, etc., bah ça va mieux, t'as plus de place, en fait t'as moins de bruit et tu peux mieux écouter en fait ce que tu désires et tout. Qu'est-ce que tu dirais, toi, pour écouter cette petite musique intérieure? J'ai beaucoup parlé, il reste que 10 minutes en plus. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi dans cette double dynamique qui est de dire, évidemment, il ne s'agit pas juste de dire aux femmes écoutez votre petite musique et pas changer la société. Ce serait évidemment ce serait se surresponsabilisant. En fait. Surresponsabilisant. Après, en ce qui me concerne, je sais que... je pense que aussi la façon dont on agit et dans Dating Fatigue, j'explique que je me suis fait la promesse, par exemple, de plus jamais coucher par politesse.
Et après, je me suis dit, c'est Aqua Boulevard dans ma culotte ou c'est rien, tu vois. Voilà, c'est tout. Et alors, c'est moi, c'est personnel et c'est pas encore politique, ce n'est que moi. Mais le fait, si on est de plus en plus à le faire et à le dire et à l'assumer, ça ouvre aussi un peu la voie pour les plus jeunes, etc. Mais évidemment, ça c'est très important pour nous, hein, d'un point de vue individuel, mais d'un point de vue sociétal ou politique, ça ne suffit absolument pas. Et la question que tu soulèves, elle est passionnante parce que oui, la parole des femmes se libère aujourd'hui, mais c'est dur de la faire entendre, quoi. Et on le voit, rien qu'avec PPDA, etc. Et en fait, il faut qu'on continue à parler de plus en plus fort, en espérant que, en face, ça va continuer à répondre sévère, hein, vénère. À mon avis, on n'est pas au bout, on n'est pas à la fin du combat, quoi. Mais comme le dit Victoire, ça va passer par du rapport de force, puis tous les leviers politiques classiques, quoi, et les manifs, et les pétitions, et enfin, je sais pas, tout ça. Et le podcast que fait Victoire, pour ça, il est hyper utile, pour influencer, convaincre. En fait, on est dans le fight, quoi. C'est pas un dîner de gala, ouais. C'est ça. Mais ça n'empêche pas qu'on a le droit de kiffer son corps, d'écouter sa petite musique interne et tout. Ah oui. Le patron, il dit... Mais non, on avait dit jusqu'à 35. D'accord. De la parole des femmes, il y a le patron qui arrive pour nous dire ça suffit. Ok. Pardon. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est bon. Ça va. C'est une blague, Joël. Ok. D'accord. Alors, c'est terminé. Et donc, je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence. C'était... Ah, j'aime trop cette musique. Je peux reparler ? Merci beaucoup. C'était l'épisode spécial du Cœur sur la table avec Judith Duportail. Je remercie Mathieu Thévenon pour la prise de son. Et toute l'équipe de Binge Audio qui a permis que cet événement ait lieu. Merci Anaïs Daïka, merci Quentin Bresson, merci Naomi Titi, la productrice du Cœur sur la table avec Diane Jean, merci Joël Ronez, merci Mathis Grossos qui fait toute la com sur les réseaux sociaux, merci Gabriel Boer-Richard, merci David Carzon, et j'ai certainement oublié plein de gens parce que j'ai écrit mon conducteur un peu en retard. Merci à vous tous et toutes pour votre présence, pour votre écoute, pour vos messages, pour le fait que vous vous intéressiez à tous ces sujets. Ça donne beaucoup de force, beaucoup de joie. J'espère que vous en avez reçu aussi. Là-bas, sur une table derrière, il y a des affiches, des cartes postales et des stickers. Et aussi des jeux et des livres à vendre. Et on vous laisse tous et toutes quitter la salle. Parce qu'ensuite, il y a la 100e d'À bientôt de te revoir avec la grande Sophie-Marie Larouille. Et ça va être fantastique. On a 10 minutes pour quitter la salle et revenir. Merci beaucoup à tous, à toutes. Écoutez des podcasts et parlez-vous. Ciao, merci.